En fait, la chimie du végétal ou biosourcé, c'est un peu compliqué. Parce que la chimie verte, la chimie classique, elle fait les principes de la chimie verte. Oui. Donc la chimie du végétal, ça rentre dans la chimie verte comme la chimie classique. Oui, oui. C'est une chimie qui, théoriquement, essaie de valoriser au mieux sa production avec la moindre empreinte sur l'environnement. Oui, oui. Est-ce qu'il y a une chimie non polluante? C'est-à-dire, est-ce que ça existe? Parce qu'on ne voit jamais, tout à l'heure on parlait même, y compris des éoliennes. Oui, c'est jamais, c'est comme la nourriture, c'est jamais tout l'un tout l'autre. Par l'entropie. Ah oui, tout à fait. On est bien d'accord. Et à un moment donné, à une certaine dose, ça devient toxique. Oui. En dessous de la dose, pas. Puis ça dépend des individus, ça dépend des tas de choses. Et il n'y a rien, il n'y a pas le produit miracle qui vous fera vivre éternellement sa maladie. Tout ce que vous mangez, si vous mangez en excès, ça peut être toxique. Il y a des produits comme le cuivre qui sont théoriquement toxiques quand on les trouve dans les mines et autres et quand les eaux sont polluées, mais on a tous des enzymes qui fonctionnent avec du cuivre, il faut transformer les électrons. Oui. Donc, vous pouvez avoir, chez les plantes par exemple, il peut y avoir des carences en cuivre qu'on a observé par exemple en Bretagne, juste après la guerre, quand on a construit les lignes à haute tension, oui. On s'était aperçu que sous les fils, il y avait une production meilleure qu'à côté, parce que le cuivre était dissous par l'eau de pluie, il tombait sur les productions sous les fils et ça améliorait la production. Alors ces carences en cuivre, comme en molybdène, tout ça, sont des carences assez rares, mais ça existe. C'est moins important que les carences en soufre. Les carences en soufre, c'est important, puis les carences en potassium, en phosphore, c'est très important, et en azote aussi, c'est encore plus important. Donc la chimie... Alors la chimie... L'agrochimie, si j'ose dire, ça s'est développé après la Deuxième Guerre mondiale surtout. Ah, il y a eu la xylochimie quand même déjà, la chimie du bois. Ah oui. Qui s'est développée, à la fin, il y a beaucoup de chimie, agrochimie et chimie du bois qui s'étaient développées à partir de 1850 en gros. Hein. Concrètement, quels objets, quelles choses, quels produits? Alors le bois produit d'une part, les produits bois énergétiques, les produits de construction et tout ça, oui. Et il produit les fibres, j'ai dit la rayonne et autres, la viscose et tout ça, et produit des tas de produits chimiques qui sont utilisables industriellement. Oui. Et c'était très développé avant la Première Guerre mondiale, même la Seconde. Et puis après, on a préféré utiliser des produits pétroliers. C'était plus facile. Mais cette industrie existe toujours et on la redéveloppe à nouveau. Et il y a eu beaucoup de plastique qui ont été faits aussi avant, même à la fin. Les principes ont été trouvés souvent vers 1850-1860. Les premières réalisations ont été faites à la fin du 19e, comme les celluloïdes, les cellophanes et autres. Bien sûr. Et puis après, ça s'est développé de plus en plus. Et ça a repris maintenant, parce qu'on en a fait beaucoup après à partir des produits pétroliers, puis maintenant on se dit on pourrait peut-être en faire à partir des produits végétaux. Puis on s'est aperçu que chez les plantes, on a une grande biodiversité, si on peut dire, alors qu'il y a un inconvénient d'un côté, parce qu'on n'a pas quelque chose toujours d'homogène, mais qui peut être aussi, de l'autre côté, une très grande richesse. Et on essaie à nouveau de fabriquer d'autres molécules autres que l'amidon, que la lignine et la cellulose ou le latex, qui sont des molécules de grande quantité qu'on ne sait pas faire industriellement ou à des prix extrêmement coûteux. Ça serait ridicule de les faire. Ou certains colorants, comme le carotène par exemple, qui colore les feuilles en jaune, qui colore le jaune d'œuf en jaune et qui est utilisé pour tous les colorants jaunes. Et qui n'est pas toxique, mais qui est une grande chaîne carbonée avec très peu d'oxygène. Cette molécule est très complexe à fabriquer, je ne sais pas même si chimiquement on peut vraiment la faire entièrement. Par contre, on peut l'extraire très facilement des produits végétaux. Oui, bien sûr. Et ce qu'on cherche aussi maintenant à faire, c'est des produits que la pétrochimie fabrique, qu'on ne sait pas faire en grande quantité par les plantes. On essaie de trouver des produits faits par les plantes et d'améliorer les productions. Et pour ça, on utilise, d'une part on avait utilisé la fermentation, maintenant on utilise d'autres micro-organismes qu'on a génétiquement sélectionnés, génétiquement modifiés, et qui dans des réacteurs peuvent vous donner après un nombre incalculable de molécules, d'une très grande richesse. Alors après, il faut pouvoir les extraire correctement et les fabriquer à des coûts raisonnables, ce qu'on est loin encore d'avoir fait. Mais il y a tellement de progrès en génétique, même pas rien qu'en transfert de gènes, mais en génétique classique, sur les micro-organismes et autres, et le transfert possible chez les plantes, par des techniques de génétique classique aussi, mais très performantes maintenant,
qu'on peut espérer, mais ça va demander du temps et de l'argent, fabriquer à la limite toutes les molécules possibles et énormément de molécules nouvelles. Mais il y a encore quand même beaucoup de verrous technologiques, mais théoriquement c'est possible, les quantités fabriquées sont souvent très faibles et il faut les fabriquer à des coûts raisonnables et puis voir aussi si le coût de production n'est pas trop gourmand en énergie quand même et n'est pas non plus pouvant donner des produits toxiques aussi, hein, parce que même les plantes sont quand même produisent les plus grands poisons du monde.